Ça marche? Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du Sommet de l'élevage pour notre émission Politique à la ferme. Et justement, le thème de ce débat, quelle union sacrée pour sauver l'élevage français? Parce qu'il faut le sauver. Et ils sont là pour justement tenter de le sauver. J'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Manon Meunier. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes député LFI, il faut le dire, de la Haute-Vienne, c'est bien ça? Tout à fait. Juste à vos côtés, Loïc Kervran, député Horizon du Cher. Bonjour. Et à ma droite, Dominique Potier, agriculteur, mais aussi député PS de Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bon, vous savez qu'il y a une vraie crise de confiance aujourd'hui entre le politique en général, enfin le citoyen, l'agriculteur, l'éleveur et les politiques. Vous avez décidé de faire l'union sacrée. L'union sacrée, c'est-à-dire qu'au-delà des clivages politiques, vous vous mettez tous autour de la même table et vous dites « il faut sauver l'élevage français ». D'abord, vous avez bien conscience du constat? Dominique. Oui, cette crise de confiance, elle se manifeste par des clivages, des crises dans la société qui n'aident pas à bien résoudre les problèmes qui sont devant nous. Faire face à ces problèmes et essayer de réconcilier l'économie agricole, la place de l'élevage dans l'écosystème français et dans l'agriculture, ça part dans l'économie, ça part dans la consommation, ça part dans la vie, les paysages, etc. Et les impératifs de l'écologie, c'est un vrai défi. Sur l'eau et la biodiversité, globalement, les vertus de l'élevage durable, de l'élevage qui est fêté ici à Cournon, au sommet de l'élevage, c'est à peu près acquis. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il faut des prairies, il faut des bovins, on est tous d'accord. Il faut des ovins, on est tous d'accord. Par contre, il y a un débat sur l'énergie, sur l'équation énergétique, sur le carbone, qui n'est pas réglé. Et notre groupe de travail, il vise, par l'innovation démocratique, par le dialogue des partis, à essayer d'ouvrir des voies qui soient des voies de réconciliation et d'innovation, plutôt que des lignes de fracture. Dominique, ça fait 30 ans qu'on fait le même constat, mais ça n'avance pas. C'est justement le fait, parce que le fait politique bloque les situations, que vous avez décidé de vous mettre tous ensemble? Ce n'est pas la première fois. Il y a des grands sujets. Si je prends la question des concurrences déloyales, sur lesquelles nous travaillons les uns et les autres, avec des approches légèrement différentes, mais on dit tous non au Mercosur, on est tous pour arrêter les concurrences déloyales et protéger nos producteurs et le modèle français d'élevage. Et pour ça, il y a une sorte d'union sacrée, quasiment sur tous les bancs de l'Assemblée, et on a rappelé à Michel Barnier récemment que pour le Parlement français, dans sa diversité, le Mercosur, c'est non. Et qu'on veut, non pas des mesures miroirs bidons, ce qu'on appelle des mesures miroirs aux alouettes, qui nous fassent étendre le champ du commerce international à l'infini, mais on veut des vraies mesures miroirs qui protègent pour de vrai les producteurs français et les consommateurs français. Et sur ces nouvelles mesures miroirs, on a un plaidoyer français qui doit être porté à l'échelle européenne. L'union sacrée, ok, mais sans le RN. Rassemblement national, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien. Oui, c'est vrai. C'est pas une union sacrée, ça. Non, mais en fait, à l'Assemblée, on travaille de manière transpartisane sur plusieurs sujets, sur la lutte contre les déserts médicaux, sur l'agriculture, etc. Et c'est vrai que souvent, le RN n'y est pas. Pourquoi? Moi, je le regrette à titre personnel, mais si vous voulez avoir le plus de monde possible autour de la table, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait le RN, parce que sinon, on perd beaucoup d'autres députés et d'autres partis. Donc là, on est déjà très très large. On est de la France insoumise jusqu'aux Républicains. Et je trouve que c'est déjà très beau d'essayer de trouver un consensus au-delà de nos différences là-dessus. Parce que le problème, mais on vit mal du métier d'agriculteur et en particulier d'éleveur aujourd'hui. On décapitalise, on a moins de bêtes, on a moins d'éleveurs. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à résoudre de manière transpartisane en oubliant un peu nos différences politiques. Allez, je finis le tour de table en disant Manon, bravo, hein, vous êtes capable maintenant d'accepter tout type d'agriculture? Ben justement, je pense que c'est pour ça peut-être que moi je ne serais pas aussi optimiste que toi, Dominique, sur le fait qu'il n'y a pas de clivage sur la vision agricole aujourd'hui dans l'hémicycle, parce que moi je suis très chauvine de ma région, ex-région Limousin. Et je pense qu'on a énormément de choses à tirer du Limousin, qu'il y a un exemple typique de l'élevage durable en Limousin, où on est sur de l'extensif, où on est sur un modèle aujourd'hui, mais qui tire la langue de plus en plus, parce qu'on a quand même une partie de l'hémicycle aussi, et puis des politiques européennes, qui vont au contraire favoriser un modèle plus agro-industriel. C'est aussi ce qu'on a vu dans la loi d'orientation et d'avenir agricole, c'est aujourd'hui comment on fait pour accélérer la main de l'agro-industrie, plutôt que
comment on fait pour lutter contre la chute du nombre d'agriculteurs. Donc il faut quand même qu'on se mette d'accord autour d'un constat, c'est quel type d'élevage on veut pour demain. Et je trouve qu'on a des exemples sur le territoire français qui sont de très bons exemples, et je parle de mon élevage limousin évidemment. Loïc. Oui, ma collègue soulignait un point important, c'est le niveau européen. Et on voit que la France, elle a une position qui est particulière au niveau européen. Il y a beaucoup de pays européens, et les institutions européennes, elles veulent conclure le Mercosur. La France ne veut pas. Et donc c'est là que c'est important aussi qu'on avance en équipe France, au-delà de nos différences, et que sur les mesures miroirs, sur le Mercosur, etc., on soit en bloc France. Parce qu'il y a d'autres ailleurs en Europe qui n'ont pas du tout les mêmes idées que nous là-dessus. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous proposez quoi? Concrètement, c'est quoi les solutions? Je voudrais redire qu'on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais il est important aussi que sur un certain nombre de combats, je pense celui de l'élevage allaitant, de l'élevage à l'herbe tout simplement, s'il y a un consensus, il faut qu'on le défende. Je dis ça parce que c'est le sujet qui nous réunit à Cournon aujourd'hui et c'est un des sujets de controverse les plus importants. Il y a celui des phytos pour les productions végétales et il y a celui du bilan carbone pour la viande. Ces sujets-là, soit on est dans une logique de fracture, soit on dit qu'il y a un modèle français, pas seulement dans le Limousin, mais pas seulement dans le Limousin. Il y a des modèles de polyculture aussi, hein. Il y a des modèles de polyculture élevage qui sont vertueux, etc. Bon, il y a une diversité de modèles qui convergent sur le fait qu'il y a un bon équilibre écologique, économique et social. Ce qui se prépare, et ce que vous avez pointé tous les deux, c'est un désastre. Il y a 200 000 paysans qui pourraient arrêter le métier sans reprise si on continue avec la dérégulation foncière et la déformation des prix au profit des industriels et de la grande distribution, et qu'on a des concurrences déloyales. Et on pourrait avoir 200 000 paysans de moins, et tous les ans, on a 150 000 têtes de bovins qui disparaissent en lait et en viande. Et cette décapitalisation en élevage et cette perte d'emploi en agriculture, c'est la perte de notre souveraineté alimentaire et c'est la perte de notre capacité à apporter des réponses pour l'eau, pour la biodiversité et pour la qualité de l'alimentation. Donc ce combat-là, très concrètement... Il faut parler très près du micro, pardon. Oui, il suppose qu'on se mette au travail sur des bases scientifiques fiables, qu'on ne soit pas dans une logique de propagande en se jetant des anathèmes les uns à la tête les uns aux autres, mais qu'on réfléchisse avec le monde scientifique, le monde des acteurs économiques et à la croisée du politique pour voir des voies de ce qu'elle serait l'adaptation du modèle, l'adaptation de l'assiette alimentaire qui permettent de concilier de façon optimum nos impératifs carbone et nos impératifs de souveraineté alimentaire, d'économie agricole. Mesure numéro 1, se parler sans clivage, au-delà des partis, sur des bases scientifiques. C'est ça? Ça me paraît fondamental à l'Assemblée comme sur nos territoires. Ok. Mesure numéro 2, vous allez proposer quoi? Vous allez vous parler, vous allez faire quoi? Quel modèle? C'est quoi l'étape d'après? Une fois qu'on a passé le clivage, parce que à l'Assemblée, on a fait une mission d'information sur agriculture et biodiversité cette dernière année. Et justement, sur cette question-là, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi ce clivage, quelque part, on l'imagine plus qu'il n'est réel. C'est-à-dire qu'on a interrogé de la coordination rurale jusqu'à la Confédération paysanne, en passant par le MODEF, la FNSEA, etc. Aucun agriculteur ne m'a jamais dit « moi, je refuse la transition écologique ». En fait, évidemment qu'ils sont prêts à la faire. Eux aussi, ils ont des enfants. Eux aussi se posent la question de la transition. Mais en fait, ils disent « faites en sorte ». Si demain, vous faites en sorte, vous, politiques, que la transition, que l'agroécologie ou un modèle d'élevage durable, par exemple, eh bien, soit économiquement viable, nous irons. En fait, les révolutions agricoles en France, on en a déjà fait. La PAC en a engagé une absolument gigantesque, mais il y a eu un accompagnement de la part des politiques publiques. Donc aujourd'hui, c'est à nous de nous poser les questions en premier, de comment on fait pour accompagner, rendre en fait durable économiquement ce modèle agroécologique. Et pour moi, ça passe par une rémunération. C'est d'ailleurs l'une des premières préconisations de ce rapport sur lequel j'étais co-rapporteur, c'est d'avoir des prix planchers pour les agriculteurs, en tout cas des prix minimum rémunérateurs, où la grande distribution ne se fait pas la marge qu'elle se fait aujourd'hui, mais où au contraire on rémunère le modèle agricole. Par exemple, je parlais de mon élevage durable limousin tout à l'heure, s'il réussit à s'en tirer financièrement et qu'il n'est pas coulé par la grande distribution ou par une concurrence déloyale effectivement avec les traités de libre-échange, eh bien il s'en sort. Donc il nous faut effectivement mettre fin à ces traités de libre-échange et assurer des prix rémunérateurs pour ce modèle-là. Idée numéro 2, reprendre l'idée des prix planchers, initiée par LFI au départ, il faut quand même le dire, repris par Emmanuel Macron, donc des prix rémunérateurs, vous êtes tous d'accord? Oui, alors le monde de l'élevage, moi hier, on a rencontré l'interprofession laitière
l'interprofession bovine, on a rencontré les responsables du monde ovin, etc. Ce qu'ils disent à peu près tous, c'est que l'équation écologique-économique, elle passe par une rémunération par la PAC et des mesures de compensation écologique qui viennent de la puissance publique. Donc il y a une partie d'organisation du marché, c'est des prix garantis, c'est faire la marche en avant de la fabrication des prix. On n'y est pas encore arrivé, parce que tant qu'on aura la loi de modernisation de l'économie, on restera sur l'essentiel du commerce qui se fera sur des bases inéquitables, hyper concentration des acheteurs et trop grande dispersion des producteurs. Donc ce travail reste à faire. Mais même quand on aura fait la justice économique, même quand on aura lutté avec des vraies mesures miroirs contre la concurrence déloyale, on sait que pour préserver l'équilibre du revenu des paysans, il faudra une PAC qui évolue et certainement des mesures publiques qui viennent accompagner le revenu des agriculteurs qui auront la vertu de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. D'accord. Donc, s'appuyer sur des bases scientifiques, idée numéro 1. Idée numéro 2, des prix planchers. Idée numéro 3, consensus numéro 3. Oui, moi je veux surtout insister sur la méthode, parce que si je vous donnais les conclusions, alors qu'on n'en est pas du tout là, je travestirais un peu la démarche. Là, l'idée de ce groupe transpartisan, c'est justement de prendre le temps, d'ailleurs d'être, nous, députés, plus dans une position d'écoute, qui n'est pas toujours celle qu'on a, par rapport à tous les acteurs, et ensuite de confronter ça aux experts, et d'arriver à la fin à des solutions que l'on pourrait porter ensemble. Mais si je veux mettre un autre sujet sur la table, sans donner la solution. Mais parce que vous me reprochez d'aller trop vite dans la méthode et à la fois l'installation, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on peut regarder. Mais je ne veux pas sauter sur les conclusions parce que ça serait vraiment travestir la méthode. Proposer l'idée, ça serait laquelle? On verra après si elle est adoptée ou pas. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans ce groupe, nous, on est là pour écouter avant tout, de toute sensibilité confondue, pour écouter. Et c'est aussi ça l'intérêt de prendre le temps. C'est un exercice qui a été interrompu par la dissolution. Normalement, on devrait être là dans une autre phase. Mais la vérité, elle m'oblige à dire que cette construction de consensus, elle passe aussi par cette première étape. Et je ne veux pas sauter aux conclusions. Donc, je vais trop vite dans la méthode. J'ai bien compris. Déjà, vous parlez, première idée. Deuxième point, au-delà des clivages des partis. Deuxième point, vous acceptez quand même les bases scientifiques et la méthodologie qui s'appuie sur du concret, peut-être au-delà de l'invective, de la posture médiatique. Bon, ça, j'ai bien compris. Et je vous suivrai par la suite dans les conclusions. Et ce que vous me dites, c'est que vous allez vous écouter, vous allez confronter, et au final, ça va déboucher sur quoi? Un texte, une proposition, ça va être quoi? Alors, on a au moins trois rendez-vous législatifs à court terme. Le premier, il est le budget. Si la ministre de l'Agriculture ne réussit pas à obtenir un maintien du budget agricole pour accompagner dans l'enseignement l'apprentissage de la transition écologique, si elle n'obtient pas des crédits pour accompagner l'élevage tel qu'il est fêté ici à Cournon, si elle n'obtient pas, je pense à l'ICHN et toutes les mesures d'accompagnement de l'herbe aujourd'hui, si elle n'obtient pas un mandat clair pour négocier en Europe, etc. Bon. Bref, si on a un premier élément, c'est le budget, c'est le projet de loi de finances. On craint le pire. On craint le pire. On va le savoir vite, ça. Deuxième rendez-vous, c'est la loi d'orientation agricole. On a une loi qui globalement est vide. On a un mur climatique, une falaise démographique, et on a une loi qui bricole des bonnes choses et des mauvaises choses. On devrait avoir une loi d'ambition. Cette loi d'ambition, pour le renouvellement des générations, elle passe par le partage de la terre. Donc la question de la régulation foncière, elle est fondamentale. Parce que tant qu'on aura intérêt à retourner une prairie pour faire des céréales, on sera mauvais pour le climat, mauvais pour l'économie, mauvais pour le social. Ça, c'est le deuxième rendez-vous. Troisième lieu, c'est le plan stratégique national. Il y a un dialogue stratégique qui a été produit par l'Union européenne qui dit qu'il faut rebattre les cartes de la PAC. Eh bien, on a des travaux pratiques. C'est le plan stratégique national qui va être renégocié en 2024-25 par la France. Est-ce qu'elle va continuer dans la même voie ou est-ce qu'elle est prête à faire un virage pour équilibrer les aides et accompagner l'agroécologie? Dominique Potier, merci beaucoup. Manon Meunier, merci beaucoup. Et Loïc Carvan, merci beaucoup. Et puis félicitations. C'est un exemple donc d'innovation déjà sur le plan de l'écoute et de l'échange. On va vous suivre de près justement au travers notamment des différents rendez-vous. Et puis merci à vous.